9-9. Super. Léopold, t'exagères, tu viens d'en boire un. Ça réchauffe le cœur. C'est pas chez vous que je peux compter pour ça. Quoi? Rien. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je me demande ce qu'ils peuvent bien se dire tous les soirs, ces deux-là. On perd sans lui, tiens. C'est pas quoi faire. Tu te demandes de jouer aux cartes, tu l'envoies promener. Je le connais pas. S'il fallait faire tous ses caprices. Ça, c'est une grève que je peux dire que je n'ai jamais vue si grande. Il y avait un mort, des morts, même quelqu'un que je connaissais. Un copain, François, qui travaillait avec moi, dans le mine. Oh, il m'a pas que les ouvriers. Il y avait tout le pays qui se mettait en grève. Tiens, je voudrais bien te dire quelque chose et te le raconter. Eh ben, nous, on a levé les pavés de la route pour faire reculer leurs chevaux. Tu sais pas, les gendarmes avaient les grands chapeaux, là, et un sabre. Ben oui, ils l'ont chargé. Et je me suis trouvé nez à nez avec un cousin. Un cousin, c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est un ami, je le connaissais. Ah, c'est mon cousin, on se connaissait bien. Même qu'il a courtisé la grand-mère un peu. Avant moi, ouais. Après, il s'est pris gendarme à cause du chômage. Mais le jour où je le trouvais en face de moi, avec son sabre, mis à mon pavé, c'était dramatique. On s'est regardé dans les yeux. On s'est reconnu. T'as pas essayé de lui parler? Pourquoi moi? C'est ton père, quand même. Je sais bien qu'il t'écoute mieux que moi. Il m'écoute quand il veut bien. Je ne peux compter sur personne. Vous êtes tous contre moi. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? C'est toi qui deviens hargneux avec tout le monde. C'est quand même moi qui vous nourris tous. Tu as du culot de me dire ça. Ton père nous laisse presque toute sa pension. Liliane nous aide tant qu'elle peut. Moi, je t'ai proposé de travailler dehors. T'as pas voulu, tu m'as fait une scène. Je sais plus que toi ici. Je suis pas une femme, je suis une servante. Oui, il y a Bernard. C'est la moindre des choses. Tu veux qu'il fasse des études? Oh oui, oh. Fais semblant de pas m'écouter. Mais nous autres, petits camarades, on nous a pas arrêtés. Ouh, on avançait, on marchait, on chantait pour être tous ensemble. Qu'est-ce qu'on chantait? Ah, oui. C'est la quoi? Ah, c'est la lutte finale, hâtons-nous d'y venir. C'est le souvenir. Oh non, merde. C'est la lutte finale, hâtons-nous d'y venir. L'internationale sera notre avenir. Notre avenir.
Bon, le rôle de la couleur, aucune signification dramatique ni psychologique. Aucune. Un jour, le peintre Lodi, Jean Lodi, qui est mort maintenant, me racontait une histoire très amusante. Il avait fait le portrait d'une bonne qu'il avait. Et il l'avait fait à sa manière, qui était un peu celle de Rembrandt, je dirais, qui est ombre et lumière assez forte, clair-obscur. Et il a peint ce portrait, et quand il a été fini, il l'a montré à cette brave femme qui a dit, mais monsieur, moi, je ne suis pas sale d'un côté. Mais non, il dit, mais c'est l'ombre, monsieur l'ombre. Mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas toute noire d'un côté. Et il a dû finir par lui expliquer, par lui montrer que chez certains peintres, comme Rembrandt, par exemple, il avait entendu parler de Rembrandt, lui faisait ça aussi. Si lui le faisait, bon, soit. Mais donc, pour moi, si un personnage est, il est couleur chair, son visage, eh bien, il restera couleur chair, sauf la nuit, ou alors, ça interposera un écran, si vous voulez, coloré bleu, pour donner l'impression de nuit. Mais je n'aime pas du tout, je ne fais pas comme certains autres, je ne dis pas qu'ils ont tort, je dis que je ne fais pas comme eux, qui, par exemple, un personnage tout à coup, pour donner un effet, est tout à coup rouge entièrement. Non, s'il est habillé de rouge, il restera rouge. Mais si, tout à coup, je ne vois pas pourquoi je le ferais devenir bleu. Et je ne pense jamais non plus à donner une tonalité à une page, comme j'en connais qui veulent faire ça aussi. C'est très bien, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne vois pas pourquoi, ça me paraît systématique, moi aussi. Comme je connais des dessinateurs qui font une superbe mise en page d'avance, en disant là il y aura un grand dessin, là un petit, là deux petits, là en vertical. C'est systématique, et alors la vie doit rentrer dans ce cadre rigide. Non, je verrai. Il faut un grand dessin, je vais montrer, il y en aura un. Et notez que je le fais quand même, malgré les inconvénients que ça présente, parce que quand ça paraît en strip, dans certains journaux, ils sont catastrophés, c'est malheureux, ils ne savent plus comment faire. Ça m'est égal, il faut mon album avant tout. Donc, toujours, avant tout, suivre mon rythme personnel. Et la couleur, pour la couleur, cette couleur est simplement un point de plus dans le réalisme, c'est-à-dire c'est pour rendre les choses encore plus réalistes, enfin, apparemment réalistes. Vous en parlez justement ici à la question suivante. La minutie réaliste, je crois, c'est pour moi même que je puisse croire à mon histoire. Je n'y crois vraiment que quand elle est dessinée. Alors, quand elle est bien dessinée, quand cette hutte sera bien dessinée, mes personnages sont à l'intérieur de cette hutte, alors j'imaginerai tout ce qui se passe là-dedans, il y a des insectes, il y a toutes sortes de choses, et j'y crois. Et je crois aussi que, pour le lecteur, c'est chaque fois un élément de plus qui contribue à lui faire croire à cette histoire. Pardon. Je crois. J'ai l'impression que cette minutie correspond, d'ailleurs, si on veut la remettre à un plan actuel, cette minutie, c'est un souci d'information. C'est un souci d'information, donner le plus possible d'informations dans un dessin. Sur le lieu, l'endroit, l'état d'âme des personnages, l'atmosphère, enfin, sur les plantes, sur tout ce qui se passe, les arbres, tout ça, telle plante, tel arbre. Enfin, donner le maximum d'informations. En général, le dessin de comic strip est très pauvre en information. Ici, au contraire, il est, je crois, très riche. Plus riche que la plupart. Il y a des dessinateurs qui font aussi ça, ce genre de choses, attention, c'est pas ça. Mais dans l'ensemble, la bande dessinée est plutôt pauvre en information. Et il y a toute une école, il y a Jacques Copps, il y en a d'autres, enfin il y a Jacques Martin qui essaye également, qui font aussi le maximum pour que ça soit entouré de... Mais la difficulté consiste aussi à ne pas en donner trop, ni pas en donner trop peu. Donc tout ça, minutie réaliste, pour croire et pour faire croire à la réalité de l'histoire, à sa véracité, crédibilité.
Conséquence de la réduction du nombre de pages à 62, je vous en ai parlé tout à l'heure, simplement c'est du point de vue technique, sinon ça n'a pas d'importance. Mais j'ai besoin d'un assez long, si c'était moi, j'irais facilement jusqu'à 100 pages. Hein. Mais enfin, bon, il est bon de savoir se limiter, c'est très bien. Ça vous plairait davantage Oui, parce que j'ai à chaque fois des choses qui... Chaque fois j'arrive à des croisements et je dois abandonner toutes les possibilités, là, c'est dommage. Hein. Il y a des tas de choses qu'on pourrait faire, mais que je ne puis pas faire, je dois y renoncer et je dois continuer dans la ligne. Hein. Donc, je pourrais faire des petits sinusoïdes autour de la ligne, de la ligne générale, de ce fil d'Ariane. Ce ne serait pas déchirant, comme ça. Déchirant, non, mais enfin, c'est parfois dit, c'est dommage, tiens, on aurait aimé faire ça. Alors on met ça de côté, on dit plus tard, puis on le fait. Contrôle sur traductions étrangères, aucune adaptation. Une seule fois au début, dans un album américain, on nous a dit, et mes éditeurs ont demandé que le capitaine ne boive plus ostensiblement avec joie au goulot de la bouteille. Bon, on a remplacé ça par un autre dessin, mais plus jamais, sinon, rien n'a été changé. Je ne me souviens pas, en tout cas, d'une modification quelconque. Aucun contrôle sur les traductions. Moi, je n'en sais rien. Que voulez-vous, si elle est bonne ou mauvaise, cette traduction, ça, je ne peux pas en juger. Certaines, la traduction anglaise, par exemple, est excellente, parce que, je ne sais pas, moi-même, je ne suis pas un spécialiste en anglais, mais enfin, quand je relis parfois une chose comme ça, c'est drôle, comme tout, c'est une recréation. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je lis ça comme si je découvrais. C'est tellement typiquement britannique, c'est drôle comme tout. Mais sinon, les autres traductions, je ne sais absolument pas. Il y a quand même aussi, hein, c'est au fond, je pense à l'instant, ça doit être très compliqué à faire, parce que c'est très difficile. Bon, c'est un peu le problème, je dirais, le problème du lipping. Du lipping. Oui, c'est presque ça. C'est presque ça. Heureusement, pour mes traducteurs, je fais peu de jeux de mots. Je ne suis pas le spécialiste du jeu de mots, ce qui réduit déjà considérablement. Mais par exemple, les injures du capitaine en anglais, ils ont été à rude épreuve, n'est-ce pas ? Et trouver des équivalents en mille sabords et de Moulinsart et des choses comme ça. C'est remarquable ce qu'ils ont fait là. Avec aussi, au fond, une contrainte qui est la dimension du ils ne phylactère. peuvent pas aller trop fort, n'est-ce pas ? Il y a un nombre de signes limité quand même. Alors il y a le capitaine donc, qui a ses jurons, et eux ont trouvé une espèce d'allitération. Le capitaine dit blistering barnacles. Les barnacles, vous savez, ce sont ces espèces de coquillages qui s'incrustent dans les coques des bateaux. Hein, c'est les barnacles. On appelle ça d'ailleurs un barnacle aussi quand on met sa quittance d'automobile. Un truc qu'on met avec, on appelle ça un barnacle. Et blistering barnacles, donc des espèces de mollusques, mais à coquillage, qui donnent des blisters, qui donnent des ampoules. Alors il y a donc blistering barnacles, puis blue blistering barnacles, des bleus, et billions of blue blistering barnacles. Et ils ont trouvé des allitérations magnifiques comme ça pour rendre... Et ils font ça admirablement. Il y a un combat naval dans l'histoire de la licorne. Ils ont été trouver un amiral en retraite pour traduire tous ces commandements, tous les commandements qui sont donnés par le capitaine Haddock ou son ancêtre, et qui sont des commandements authentiques suivant l'allure du bateau, n'est-ce pas ? Tribord à mur, excusez-moi. Oui. Mais naturellement, voyons. Il est déjà le temps passe avec vous. Bon. Oui. On aura fini la fois prochaine. Voilà, vous connaissez, hein? Oui, bien sûr. Oui. Tu sais, tu as l'air un peu clergymène comme ça maintenant. Oui, c'est vrai, je ne devrais pas. Ce n'est pas dans mes convictions. C'est pas dans tes convictions, mais tu crois ici, mais sinon tu es. Et je ne dirais pas clergymène, tu es presque un évêque comme tu es là. Je t'ai peut-être dit qu'un jour un type m'a abordé en disant je vous ai connu dans le temps, mon père, etc. Mais il n'y a rien de mal à dire ça. Je suis venu te demander la permission de m'en sauver. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Un message de grec, un projet de lettre de condoléances
et une lettre de Madame Beaujeu. Bien, bon, très bien. Je suis sûr du très bon travail ensemble. Mon père, Mais c'est surtout lui qui travaille. c'est moi qui travaille pour le moment. Ça, oui, Lui, il oui, m'écoute, mais il travaille quand même aussi, tu sais. Ça doit être difficile d'écouter quelqu'un qui bavardoche comme ça pendant. Vous avez la mine d'un homme qui a déjà été au soleil? Oui, il a été déjeuner ce midi au soleil. Oui, Voilà. direct, Hein? bon. À mon père de me sauver. Il y a À bientôt. Allez, bon. Qui m'attend. Georges, Dis à demain. à demain. Que Dieu te garde. Hein? Enfin, attention le fil. Hein? N'oublie pas de te garder également. Hein? Allez, au revoir, à demain. À demain. Bon, on va d'ailleurs tout doucement. Oui, Je vais je pas vois. encore terminer. Oui, enfin, Ces choses-là, mais enfin, ça n'est rien. Oui. Ça sera très bien. Hein? Oui, oui. Oui, oui, Il faudra encore une séance. je oui, crois. oui, je fais encore une séance. Oui, oui. Excuse. Non, pas du tout, c'est moi qui suis. Enfin, je suis pas tenté de m'excuser parce que, comme ça me plaît bien, je suis très égoïste. Bon, Donc, allez, j'y reviens. Donc, Oui. contrôle, traduction étrangère. Nous, en général, c'est Casterman qui fait le travail, là, et en général, il est très consciencieux aussi, et c'est son intérêt d'ailleurs que tout soit bien fait, et les traductions étrangères aussi. Donc, vraiment, en général, jusqu'à présent, ça me paraît très bien. Très, très bien. Très bien fait. Alors, au fond, là, subitement, ça me fait penser à une sous-question. Est-ce que il vous semble, enfin bon, il vous semble, il y a les résultats qui sont dans les chiffres sont là aussi pour l'indiquer, qu'il y a certains pays où éventuellement, bon, la sensibilité du lieu, je ne sais pas, fait qu'ils sont plus proches, que l'album est mieux accueilli. Je n'ai pas encore fait. Il faudrait des analystes pour ça. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mais il y a des choses très curieuses. Je me demande. On a lancé les Tintins il y a 12 ans, je crois, ou il y a 10 ans, en Suède et dans les pays nordiques, en Scandinavie. C'était la catastrophe totale, le flop total. Je dis maintenant il y a 10 ans. Donc depuis 3 ans maintenant, il y a 7 ans après, on les a relancés, le délire. On dirait qu'il s'est passé quelque chose entre-temps, parce que Tintin n'a pas changé, lui. C'est que les Suédois probablement ont changé et qu'ils se sont plus ouverts à la bande dessinée en général, et peut-être que ce goût de la liberté qui est venu maintenant, qui nous a atteint en Europe, donc le goût du hippie en général, au fond Tintin, malgré tout, c'est un type très libre. Hein. Il échappe aux contraintes. Il échappe à du toutes les travail, contraintes. aux contraintes familiales. Il fait exactement ce qu'il veut. Et c'est un adolescent. C'est un truc anti-adulte. Anti-adulte, c'est pas anti-adulte, mais les adultes sont tous ridicules. La plupart. Hommes comme femmes. Un doux chinois, tout ce qu'on veut. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. En Angleterre, ça a bien pris. En Espagne, c'est le délire. Enfin, j'exagère un petit peu, hein, mais c'est un gros succès en Espagne. Et d'autres pays, tout d'un coup, rien. Puis là, bien. Et je me demande s'il ne faut pas un certain temps entre le moment où on le lance et puis alors laisser refroidir et repartir après. Je sais pas. C'est un cas qui s'est représenté. Ce qui s'est représenté, qui peut peut-être se représenter maintenant, ça j'attends d'ailleurs pour les États-Unis. Ça a été fait il y a 12-15 ans et tombé, tout à fait. Alors maintenant, peut-être, je ne sais pas. Je me demande si Tintin ne va pas tomber dans un terrain beaucoup plus favorable maintenant qu'il y a 15 ans. Où le phénomène hippie n'était pas encore là, hein, où on subissait encore la société de consommation et tout, et où il n'y avait pas de contestation. Tintin est très contestataire aussi, tout compte fait, sans le dire, n'est-ce pas? Il met en jeu, il dénonce quand même pas mal de trucs de notre système, de notre civilisation, le colonialisme, je ne sais pas, le machinisme, tout des tas d'histoires, hein. La politique, les dessous de la politique, les marchands d'armes, le pétrole et tout ce qu'on veut quand même. Hein? Il y a quand même beaucoup, mine de rien. Hein? Bon. Le mine de rien, c'est quand même une chose importante pour vous. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas constant même dans votre comportement. Finalement, vous dites après des choses importantes ou qui vous touchent fort ou qui. Mine de rien. C'est ça. C'est un peu l'understatement. Hein. Bon, on va se terminer ici comme ça. Ok, si vous voulez. Oui. Parce que tout le reste, mon Dieu. Oui. Remarquez que tout le reste,
Je crois, pour la toute dernière Oui. partie, là, ça, il faudra Oui. peut-être qu'on le fasse plus tard, à un moment où nous-mêmes, on aura poussé plus Oui, loin je le travail crois, d'analyse oui. de chaque. Mais ça, je vais chaque moi y élément. penser Oui. aussi de mon côté, parce que je crois qu'il y a des choses qu'il faut montrer, Oui, c'est ça. et je vous montrerai des choses avec des documents, Oui. des choses tirées de documents, et enfin différentes Oui. choses auxquelles je pense. Parce Là, que je oui, dois là, vous aider, oui, n'est-ce pas? d'accord. Là, il faut Parce que je pour vous aide, l'instant, hein. j'ai le sentiment que les questions sont trop générales. Trop générales. Hein. Alors là, Non. Là, je album vais par moi, album, je vais vraiment, moi voir certaines oui. choses Oui. et vous Oui. aider Oui. à ce moment-là. Moi, de mon parce que- côté, j'ai commencé un vous travail avez fait de c'est relever cela, aussi oui. de questions qui viennent à propos Bien, alors c'est de sûr, choses oui, oui. précises dans les albums, Bon. plutôt que ce. Non, parce que non, là, je là, trouve on peut, là, on peut se diluer complètement. Oui, Tandis c'est ça. qu'ici, Et maintenant, puis c'est difficile. hein, c'est trop pour vous difficile, de hein. dire, bon, d'accord, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'est-ce ça, qui se oui, passe je dois le à l'époque. revoir Ouais. et pas le relire, mais même en jetant un coup d'œil là-dessus. Comme je vous montrais ce petit détail-là, on pourrait reprendre ça éventuellement avec quelqu'un qui dit le texte pour montrer que c'est quelqu'un d'autre qui répond. Que ce soit sonore, ce sera il vaudrait mieux que ce soit sonore. Je vous signale, ça peut être intéressant d'ailleurs, parce que simplement montrer un dessin, ça n'est pas, si on parle, si quelqu'un parle, tout en montrant un dessin, enfin si je parle par exemple, vous parlez et que paraît un dessin à l'écran où il y a un texte, on ne sait pas suivre. Hein. C'est l'un ou l'autre. On fait ça très souvent à la télévision, et c'est une chose qui me gêne terriblement. Si quelqu'un parle et qu'on explique encore, moi je suis perdu, n'est-ce pas? Ça ne va plus. Ce qu'il faudrait, c'est que ce qui s'est passé souvent dans les patronages français surtout, ils avaient des films fixes de Tintin. Et automatiquement, quand ils projetaient ces films fixes, ils s'établissaient spontanément qu'un gosse prenait la voix de Tintin, un autre du capitaine Haddock, un troisième de Tournesol, et il parlait. De sorte que, si on montre comme ça ces trois dessins avec ces trois japonais, il serait bon d'avoir 2 comédiens ou 3 comédiens qui disent le texte. Ça aussi, c'est remarqué, c'est une question que nous nous sommes posée, Gérard et moi, avec Oui. l'énorme question de quelle voix il a Oui, Tintin. c'est ça. Ce n'est pas si difficile encore parce que quelqu'un qui le fait pas mal, c'est Carreuil. Carreuil fait très bien faire cette voix. Ouais, mais ça n'est pas évidemment, si grave. Moi, j'ai difficile Oui. à croire à la Oui, voix de Carreuil. Dans la c'est mesure où sûr. je connais C'est Carreuil, sûr, et c'est c'est sûr. difficile à y Oui, croire. bien sûr. Mais enfin, disons Mais que ça, c'est une ça n'est- objection personnelle. Je crois qu'il le fait pas mal. Hein. Mais pour les autres, je crois que c'est assez important de ne pas laisser simplement le dessin sans voix. Je crois pas non plus. Il faut Comme ça. Et automatiquement, vous allez rendre ce dessin beaucoup plus vivant. Le commandant qui parlait, le troisième général, qu'est-ce que c'est? Et vous, 1, 2, 3. Parce qu'il y a les 3 dessins. Il faut des voix et une ambiance sonore. Oui, d'ailleurs. une ambiance sonore. Non, soit en contrepoint, Oui, soit oui. réaliste. Soit réaliste, c'est comme on dit. D'accord. Bien, ok, ça va bien. Bon, quand voulez-vous? Eh bien, comme ça. Parfait. Bien. Bien. Nous étions restés au contrôle sur les traductions étrangères. je Oui, crois, c'est hein. ça. Oui. Le problème du looping, on a évoqué ça. Voilà. Oui. Voilà. Organisation personnelle du travail. C'est pas du tout sous le coup de l'inspiration, c'est plutôt le type bûcheur, le type fonctionnaire, je dirais même. De telle à telle heure, parce que je crois que l'inspiration est une chose qu'il faut un peu diriger. C'est très gentil d'avoir une idée, c'est bon, mais ensuite il faut tout de même la mettre en forme, et à ce moment-là, même si on n'a pas d'idée, on peut encore travailler, et les idées viennent comme ça souvent aussi. C'est-à-dire, je crois, pour moi en tout cas, mon rythme de travail, c'est pas du tout sur le rythme de l'inspiration, c'est vraiment le travail. D'ailleurs, avec des collaborateurs, ça devient difficile, hein, il faut tout de même un terrain d'entente, il faut tout de même une moyenne d'heures où on travaille ensemble. Ce ne serait donc absolument exclu. Je ne sais pas qu'une idée peut venir le soir, la nuit même, ça peut arriver, mais enfin, pour la mettre en forme et pour vraiment la mettre en pratique, enfin, il faut le travail, je crois, presque de fonctionnaire, j'ai toujours fait ça. Vous assignez un horaire très précis. Plus maintenant, non, mais dans le temps, c'était jamais très précis, mais c'était une sorte de discipline, une espèce de discipline à laquelle je ne songeais même pas,
Enfin, je commençais à 9 heures, par exemple, et je finissais à midi, et je commençais à 2 heures jusqu'à 7 heures. Hein? Ou parfois plus tard aussi. Mais enfin, il y avait une sorte de vague discipline, les heures de travail pour tout le monde, et bien je travaillais aussi. Hein? Et parfois, donc, l'inspiration, il faut parfois un peu la violenter, parce que sinon, on ne ferait pas grand-chose. On ne ferait pas grand-chose. Donc, c'est la réponse. Pourquoi le délai allongé entre deux albums? Je crois que tout simplement c'est une question d'âge, simplement, une question d'énergie. Et je constate, une fois de plus, ne croyez pas que je veux me mettre toujours en comparaison d'autres personnes, mais c'est pour vraiment établir, c'est pour moi-même que je cherche ça. Mais vous voyez par exemple Charlie Chaplin, comme les délais entre la production de ses films se sont allongés, et bien souvent les écrivains aussi. Il se passe plus de temps. Pour toutes sortes de raisons. Est-ce que c'est une question aussi de perfectionnisme, ou bien on prend son temps, et puis on est moins énergique. Il est certain que j'ai moins de pluck qu'à 20 et qu'à 40, ça c'est certain. Donc, et puis je suis plus vite fatigué. Il est certain aussi que quand j'ai fait 2 heures de dessin, je suis pratiquement vidé. Alors que dans le temps, je pouvais en faire 4 et 5. Enfin, d'affilée, je veux dire, ça ne me fatiguait pas. Maintenant, bien, c'est tout. Alors que vous prenez des temps de pause dans la journée? Dans la journée même, alors il y a des arrêts, enfin, il y a des arrêts, c'est plus lent. Si on a mis la pension à 65 ans pour les hommes, ce qui est un début, c'est donc qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Hein. Que deviennent les collaborateurs entre deux albums? Mais il y a toujours du travail pour eux, en ce sens qu'il y a tout ce qui est merchandising, tout ce qui est la commercialisation. Et il y a aussi la publicité aussi, et il y a aussi que d'autres collaborateurs, comme par exemple, avant ça c'était Jacques Martin qui m'a quitté maintenant, il y avait le Loup qui m'a quitté aussi, et il y a encore Bob Demour qui lui fait des histoires à lui, et à ce moment-là, les collaborateurs qui travaillent généralement pour moi sont branchés sur lui pour le coloriage et pour les décors, etc. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de temps mort, enfin il n'y a pas eu de trou. Puisque dessus, là, il y a le travail lié à aux rééditions. Oui, il y a toujours quelque chose là aussi. Il y a des albums jeux qui vont sortir, il y a eu l'album archive, il y a toutes sortes de choses qui viennent sans arrêt quand même donner du travail ici. Alors, actuellement, c'est une équipe de combien? Oh, nous sommes peu nombreux maintenant, puisque Jacques Martin est parti. Nous sommes 6. Nous sommes 6 maintenant. Ce n'est plus une grosse équipe, mais enfin, c'est très bien, c'est très normal. Le Loup, qui a fait des histoires chez Spirou, c'est très très bien ce qu'il fait. Et moi, je me réjouis de ma part qu'il l'ait fait. Jacques Martin, pour d'autres raisons, m'a quitté, mais enfin, bon, j'aime bien voir des gens faire quelque chose par eux-mêmes aussi. Hein. Il y a une certaine stabilité, oui, dans les équipes qui travaillent avec vous. Mais... Oh oui, vous savez, en général, Demour, notamment. Demour est ici, je ne sais pas, depuis près de bientôt 25 ans. Hein. Martin était déjà depuis un bon temps aussi, non, c'était le Loup aussi, donc en général c'est très stable, sauf par exemple quelqu'un tout à coup qui veut faire une carrière par lui-même, eh bien, bon, très bien, allez-y, et tant mieux, je trouve ça très bien. Donc là justement que sur ces gens qui sont partis ici, oui. que vous avez exercé une influence directe C'est difficile à dire, hein, on ne voit pas ça. Martin dessinait déjà avant d'être ici. Le Loup ne dessinait pas. Hein. Il y a eu Lux, Joël Azara, et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore d'autres? Non, on veut travailler avec Jacobs, enfin Jacobs dessinait déjà par lui-même aussi, n'est-ce pas? Il y a eu un... Non, je ne vois pas encore d'autres. Oui, enfin, oui. Peut-être, mais bon, c'est très difficile de savoir soi-même l'influence qu'on a eue sur quelqu'un d'autre. Moi, je puis reconnaître, comme par exemple chez Alain Saint-Augan, je puis reconnaître moi-même, parce que j'ai l'œil exercé, puisque je sais ce qui s'est passé, je peux reconnaître l'influence qu'il a eue sur moi. Maintenant, difficilement, sauf quand c'est un plagiat total, alors je peux voir l'influence, bien sûr. Hein, ça, c'est pas difficile à ce moment-là. Mais sinon, c'est bien difficile à évaluer. Il y a toujours des influences réciproques. Hein? Il y a des échanges qui se passent. Hein? Qui a donné le plus, qui a donné le moins. C'est difficile à mesurer, parfois. Hein? Bien. Hergé, pendant ce temps, il dessine ou il fait autre chose. Enfin,
Mais c'est surtout, je crois, dans l'intérieur, même abstraction faite des quelques voyages que j'ai faits, qui ont pris un certain temps, mais enfin, qui ne sont pas vraiment exagérés. Je n'ai pas voyagé pendant 6 mois sur un an. Mais dans l'ensemble, le ralentissement s'effectue dans le cours même de la journée. C'est là, le travail est moins dense. Et donc, forcément, dans la semaine, dans le mois, au lieu de faire une planche par semaine, comme je le faisais dans le temps, pour que ça puisse paraître chaque semaine dans l'hebdomadaire, j'en fais peut-être une toutes les 3 semaines maintenant. Donc là, il y a un ralentissement et il y a donc des trous, des loisirs. Oui, il ne faut pas oublier non plus, et ça c'est très important, je vous l'ai dit, c'est quand même... D'abord, il y a toute l'administration, il y a la comptabilité, l'administration qui deviennent de plus en plus compliquées. De toute façon, je vois mon comptable 2 ou 3 fois par semaine. Parce qu'il y a des tas de problèmes à résoudre, les appointements et tout ça. Vous savez que nous sommes dans la civilisation du papier, c'est incroyable. Alors, il y a toute la correspondance qui, en principe, donc, est sous la responsabilité ici de Baudouin van den Brand, mais enfin, que je vois, et souvent, je dois lui donner tout de même, c'est inévitable, une indication, répondre dans telle direction, répondre dans telle autre direction. Puis, alors, il y a les journalistes, qui, de plus en plus nombreux, viennent et vous prennent du temps. Je dis ça sans l'ombre d'un reproche, mais enfin, c'est la vérité. Ce n'est pas du tout même un reproche voilé, ça prend beaucoup de temps. Il y a eu, sur la préparation de ce bouquin avec Nima Sadoul dont je vous ai parlé hier, ça a pris des semaines. Cet après-midi, c'est un petit Hollandais qui s'amène, c'est un petit gosse, il a 14 ou 15 ou 16 ans, je ne sais pas, 17 ans peut-être, il a un petit fanzine, il le demande gentiment, je peux difficilement refuser ça, mais ça va faire 1 heure ou 2 heures cet après-midi, 1 heure au moins, qui sera consacrée à ça. Et c'est très souvent. Il y a aussi les réunions qui consistent à... les réunions avec les annonceurs, parfois avec ceux qui demandent une création, discuter comment on va faire ça ou ça ou ça. Il y a eu aussi le film, auquel j'ai quand même malgré moi participé, les dessins animés. Le Maure a travaillé à ça aussi. Donc il y a toujours quelque chose, et je dessine de moins en moins en partie parce que mon rythme s'est ralenti, mais en partie aussi parce que toutes sortes de choses sont venues se greffer. Et on peut tout de même pas vivre tout à fait comme un ermite. Bien, les personnages maintenant, leur origine, leur inspirateur, leurs caractéristiques. C'est difficile de donner une réponse générale pour tous ces personnages parce que chaque fois c'est un cas particulier. Il y a des personnages, la plupart des personnages sont des fabrications qui au départ de différents personnages. Ce n'est jamais un personnage, ce sont des personnages composites, composés de la tête d'un tel ou d'un nez comme ça. Et leur vie, leurs caractéristiques viennent surtout après. J'essaie d'avant tout de donner un aspect caractéristique et immédiatement reconnaissable également, toujours dans le cas de la lisibilité de l'histoire. Il faut leur donner chaque fois des caractéristiques caricaturales forcément, c'est la seule façon de le faire, de façon à ce qu'ils se détachent bien les uns des autres, et qu'ils soient immédiatement lisibles et qu'on sache immédiatement c'est un tel et c'est un tel. Même chose pour les noms d'ailleurs, que j'essaie de faire le plus lisible, le plus éclatant possible, le plus coloré possible. En général, Alcazar, Haddock, des choses qui sonnent bien. Lampion, quand c'est Lampion, chose de mou et de... comme ça, il se laisse aller. Mais chaque fois, sauf, alors il y a quelques personnages comme Tournesol qui à l'origine était pour moi le professeur Picard. Mais le professeur Picard est un homme gigantesque, n'est-ce pas? Tournesol est plus petit. Mais enfin, c'est ça qui m'a guidé, l'aspect du savant, le classique, le savant distrait, et même plus que distrait puisque celui-ci est un peu sourd. Alors il y a 2 ou 3 personnages qui sont réels. Il y a Basil Zaharoff qui est un marchand de canons et qui a existé. J'ai un peu changé le nom. Il y a Al Capone, mais ils sont plutôt rares. Enfin, il y a Gluck Pacha, Mul Pacha chez moi, c'est Dr Mullet, mais enfin Gluck, il existait un Gluck Pacha, un Anglais qui avait réorganisé la Légion arabe. Toutes ces choses-là, il y a le docteur Esnanitov, qui est Jacques Bergier. Il y a des petites choses comme ça, donc ils sont souvent des personnages composites, mais il y en a quelques-uns
pas très nombreux d'ailleurs, qui découlent directement d'un personnage existant. Hein, bon, voilà 4, je crois que je viens d'en citer 4. Mais tous ces personnages, d'ailleurs, quand je les crée, en général, ne sont pas promis, semble-t-il, à un grand avenir. C'est au fur et à mesure que l'histoire se développe que je les sens vraiment grandir et que leur importance apparaît. Le capitaine Haddock, j'ai jamais songé qu'il allait se prolonger. C'était un personnage, bon, il était là, oui, mais je crois que c'était fini après cette histoire-là. C'est pour ça que c'est gai, parce que c'est vivant. On revient à ce que je vous disais hier, rien n'est systématique. Tout vit. C'est comme une plante qui se développe, tout à coup il y a une fleur qui pousse là. Pourquoi, vous le savez? Moi j'en sais rien. Bon, elle pousse là plutôt qu'ailleurs. Elle cherche la lumière, ou le soleil. Non, je crois que c'est ça. Je crois qu'il est difficile de parler d'une façon plus générale de mes personnages sans entrer dans le détail de chacun d'eux. D'ailleurs, vous le faites, je crois, dans les questions qui suivent. Place dans la comédie humaine, enfin ma comédie humaine que leur évolution, situation et leur statut par exemple. Votre comédie humaine, mine de rien. Ben, c'est un petit monde pour finir, hein? C'est un petit monde, hein, avec des espèces de connivences comme ça. Et encore une fois, toute proportion gardée, c'est gai Balzac pour ça, hein, de retrouver des personnages. Là, tout à coup, tiens, on va Vautrin, on va revenir à Stignac ou des choses comme ça, la baronne de Lucingen ou le baron de Lucingen. Hein? Oui, ça permet d'établir d'abord Pardon? un rapport. Ça permet d'établir un rapport très personnel avec très personnel avec, oui. Et ça multiplie les possibilités d'identification. Oui. Mais c'est pour ça qu'au début, mes personnages sont pas tout à fait, ils sont fixés du point de vue graphique, mais je leur laisse beaucoup de possibilités. Je leur ai jamais donné une identité parfaite, une description parfaite, parce que j'aurais pu, mais malgré tout, Haddock, c'est très flou, hein. C'est très flou. C'est un capitaine de mer, mais hein, il n'est pas né là, etc. Bon, Milou, au début, on peut reprendre les uns après les autres. Milou, au début, a été surtout une espèce de Sancho Panza. Tintin partant à l'aventure, lui, au début surtout, allant, partant, et toujours avec le type qui freinait, nous dit, tu vas encore te lancer là-dedans, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est le Sancho Panza qui avait les pieds bien par terre, et puis tu es encore parti dans une aventure, tu vas encore te casser le nez, enfin, on serait si bien à la maison. Ça vous paraissait évident dès le début qu'il fallait un compagnon à Tintin? Mais oui, je ne sais pas pourquoi. Au début de Tintin, en tout cas. Oui. Maintenant, j'ai peut-être été là, c'est peut-être une question que je n'ai pas songé, peut-être influencé par des bandes américaines ou peut-être même par Ziguepus et Alfred, c'est possible, parce que le totor n'a pas de petit animal familier. Là, je ne me souviens plus quelle est la part de l'influence extérieure et quelle est ma part personnelle. Je ne sais pas. Il est possible que ce soit une bande américaine ou l'une ou l'autre, ou bien alors peut-être l'exemple de Ziguepus, c'est possible. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était d'abord parce qu'il n'est pas bon qu'on soit seul, et ensuite, je le voyais sous forme de Sancho Panza, de freineur, pour faire mieux ressortir l'héroïsme et l'esprit d'aventure de l'autre. C'est un peu le rôle qu'a commencé à jouer après le capitaine Haddock, qui a un peu remplacé Milou dans ce domaine-là, c'est-à-dire que le capitaine Haddock, en général, préfère rester chez lui. Il est assez bourlingué, il aime ses pantoufles et sa pipe. Et c'est Tintin qui l'entraîne sans le vouloir, n'est-ce pas, malgré tout. Il dit, moi je pars, vous partez pas, vous restez là. Bon, ben, petite fidèle, amitié, bon, il part avec. Hein. Il accompagne. Les Dupont... c'est toujours le thème des jumeaux. Hein? C'est le thème des jumeaux. Je ne sais pas si ça m'est venu de quelque part non plus, je ne sais pas. C'est possible. Ces jumeaux policiers renforcés, doublés, même quadruplés au carré, enfin une bêtise qui me paraissait... C'était encore pour faire mieux ressortir la finesse de Tintin et sa souplesse et ses initiatives, toujours en face de gros balourds qui... solennel et des cuistres. Lampion, c'est le casse-pied, il est né très tard. Mais enfin, c'est le casse-pied, c'est le type qui vient
vient, qui s'incruste, enfin, qui est là, et qui est le cordial, le faussement cordial, c'est quelque chose que je déteste plus que tout au monde, je crois. Régler des comptes à Oui. travers l'enfant. Oh oui, il y a des types comme ça, c'est Castafiore aussi d'ailleurs. Castafiore aussi, ça c'est presque un souvenir de jeunesse. Je n'aime pas du tout l'opéra, et ce souvenir de jeunesse, mes parents ont été quelquefois invités chez des amis, des gens, je ne sais plus où ça se passait. Enfin bon, il y avait là-dedans une jeune femme, une jeune fille, je ne sais plus quelle était ma situation d'âge par rapport à elle, je crois qu'elle était un peu plus âgée que moi, ou assez quand même, et qui chantait l'air des perles et des choses comme ça, mais ça me faisait marrer. C'est la femme, n'est-ce pas? C'est très féminine, elle est minaudante, etc. C'est la femme, comme mon père la voyait. Mon père qui est maintenant, qui adorait ce genre de femme minaudante, femme très femme, femme 1900, hein, avec une tournure, n'est-ce pas, une poitrine, une calégine, c'était les pilules à l'époque. Et ça, ce côté femme féminin, tout à fait, la femme enfant, la femme gâtée, la femme fleur, etc. Tout ça, mon père adorait ça. Et j'en ai fait. C'est pas une revanche contre mon père, mais enfin, moi, c'était tout ce que je détestais, moi, ce genre de choses-là. Je n'aime pas du tout la femme objet. C'est à partir de là qu'on a parlé de misogynie. Oui, mais je déteste ce genre de femme, c'est tout, mais ça ne veut pas dire que je suis misogyne. Au contraire, hein. Au contraire, mais c'est un genre de personne que je ne peux pas supporter, c'est emmerdeux. Ça, c'est le mot de Valérie. Il y a 3 sortes de femmes, vous connaissez, hein? C'est ça, l'emmerderesse, c'est elle. Laszlo Carredas, oui, ça c'est une drôle d'histoire quand même. Hein. On m'a dit plusieurs fois après, c'est Dassault. Hein. Je n'y avais pas songé à Dassault. Dassault, hein. J'avais pensé à un carré d'as, évidemment, je ne pensais pas du tout. Mais donc c'est probablement à l'arrière-plan. Oui, si, sûrement, j'ai eu beau me le cacher à moi-même, mais c'est probablement Dassault que je visais sans le savoir, ça c'est certain. Ce personnage est un personnage aussi très ambigu pour la première fois dans l'histoire. C'est un monsieur qui est du côté du Manche, n'est-ce pas? C'est un monsieur très riche qui vit dans la société, qui fait vivre cette société, qui donne des couleurs à cette société, sa couleur d'ailleurs, mais qui est en même temps un vilain petit monsieur. Je n'insinue pas du tout que Dassault, c'est ça, hein. Je n'en sais rien du tout. Il est très drôle, d'ailleurs j'ai eu des anecdotes sur lui et c'est assez drôle. Esdanitov, ça c'est un simple... c'est un private joke, je dirais, n'est-ce pas? C'est vraiment une plaisanterie. J'ai donné à ce personnage des traits un peu de Jacques Bergier. Mais pour moi, donc, et Jacques Bergier est un peu comme ça mystérieux. Il donne à entendre qu'il pourrait avoir des secrets mystérieux, des choses très secrètes, et qui pourraient même éventuellement être en rapport avec les extraterrestres. N'est-ce pas? C'est un initié. C'est ce que j'ai voulu faire là-dedans, et en dessinant un grand point d'interrogation. Pourquoi pas, après tout, hein? Et de plus en plus, on voit des soucoupes volantes. Hein? Enfin, on en voit. On dit qu'on en voit. Hein? De toute façon, c'est quelque chose. Il existe d'ailleurs de Jung un bouquin là-dessus, hein? Un bouquin qui s'appelle Un mythe moderne. Un mythe moderne, et il analyse dans un gros bouquin, il analyse le mythe des soucoupes volantes. Il a pu faire ça avant sa mort, on en parlait déjà. On en parle beaucoup plus maintenant. Et on voit des choses. Les radars voient des choses. Et les photos, vous avez vu là, le RTF, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien, mais enfin, il y a quelque chose. Ça n'est pas une hallucination, ça. Hein? Non, là, il y a quelque chose sur la pellicule. Hein? Donc, en tout cas, c'est une interrogation, et là aussi, elle s'y trouve, chez moi aussi, sans réponse véritable, parce qu'il n'y a pas de réponse pour moi, je ne pourrais pas le faire. La question est posée. Hein? Et seul dit, c'est une idiotie, seul dit ça Lampion. C'est lui qui se moque à la télévision aussi, parce qu'il regarde la télévision dans l'album, là, c'est lui qui se moque, il dit, lui de raconter ça à cheval de bois, il vous donnera des ruades. Hein, c'est le bon sens, il n'y a rien. Mais c'est lui qui dit ça, donc c'est un crétin des Alpes, diplômé, hein, c'est le seul qui dit c'est pas vrai. Donc, Mustler, donc ça c'était, on le voit d'ailleurs nulle part, Mustler, ça c'est Mussolini Hitler, visiblement, c'était donc des dictateurs dont j'avais fait un seul nom. Plexiglas, c'était Ritzmigli, hein. Avant-guerre, c'était le général Ritzmigli, en Pologne, ça m'avait amusé. Et Plexiglas, je trouve ça très, très polonais. Hein. Oui, effectivement. Bien.
Bon, il n'y a rien à en dire, on ne le voit pas nulle part et jamais il n'intervient. Non, j'ai posé la question justement à cause des références à Oui. l'actualité. Non, oui, c'est ça, Ritzmigli, c'était vraiment ce Ouais. mot-là. Et Ouais. alors, Général Alcazar, ça c'est dans l'Amérique du Sud, qui était forte à la mode, parce qu'il y a eu, à la mode, tristement à la mode, mais enfin, je me souviens que j'ai fait ça à peu près à la guerre au moment de la guerre du Grand Chaco.